Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, bienvenue, mardi 19 novembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Moi je suis condamné à aller nager 3 semaines, même 3 mois consécutifs parce que je me suis blessé au sacro-iliaque. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, le sacro-iliaque. Vous ajoutez à ça en plus une légère sciatalgie. Bref, chers amis, j'enregistre cette vidéo et je pars nager 4 km pendant 3 heures. Et j'en profiterai aussi pour parfaire ma petite technique de boxe aquatique. Vous connaissez pas la boxe aquatique? Bien écoutez, chers amis, je vous laisse découvrir ce sport. Alors, Bitcoin est-il en chemin pour les fameux 100 000 dollars? Bon, ça, d'accord, la réponse est oui. Bon, soyons plus précis. Bitcoin est-il en chemin pour les 100 000 dollars avant la fin du mois de novembre? Avant la mi-décembre? Allez, posons la question. Fête de fin d'année, Noël, je ne sais pas si vous avez commencé à faire vos cadeaux de Noël, peut-être que vous allez offrir un Bitcoin à l'un de vos proches, ou peut-être que vous-même allez recevoir un Bitcoin, sait-on jamais, de l'un de vos proches. Ce Bitcoin va-t-il valoir 100 000 dollars? C'est le sujet de la vidéo. Première partie, les 100 000 dollars sont-ils crédibles sur le plan technique? Je passe en revue un certain nombre d'outils, liés au cycle de Bitcoin, liés à l'analyse chartiste, liés à l'analyse fractale. Il y a tout un tas d'approches globalo-techniques sur le cours du BTC. Et effectivement, oui, même une approche statistique. Oui, Bitcoin devrait être à 100 000 dollars avant Noël. Allez, je vais peut-être même me risquer. Bitcoin devrait être à 100 000 dollars d'ici le milieu du mois de décembre. Ce qui signifie que chaque phase de retracement, toutes les séances de baisse, les retours sur support se payent. Les premiers supports, c'est quoi? 85, 86. Vous avez le gap aussi sur contrat futur à 81, mais je doute qu'on le revoie un jour. En tout cas, pas avant le prochain bear market. En tout cas, les phases de correction d'une séance, voire parfois deux, ça se paye pour viser 100K dollars d'ici la fin de l'année. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, oui, je relis mes petites notes. Alors, moi, toujours un peu de nuance, et puis aussi, on voit plus large le spectre des marchés financiers. Ça va au-delà du simple Bitcoin. Même si Bitcoin met la tannée à tout le monde. Il est leader interclasse d'actifs. Je commence déjà mon travail de bilan de l'année. Parce que oui, nous sommes en novembre, il faut déjà se projeter sur 2025. 2025 ahead, comme disent les Américains. Le S&P 500, attention, est aussi cher que fin 2021. En termes de valorisation, c'est ce que je vais vous montrer. Mais en même temps, vous allez voir, c'est un peu biaisé. Bon. Le S&P 500 est aussi cher en termes de valorisation que fin 2021. Ce fut à l'époque l'amorce du bear market de 2022. Assurez-vous, il n'y aura pas de bear market Bitcoin en 2025, il est prévu pour 2026, mais tout de même, ça fait partie des éléments de frein, parce que là, on cherche à répondre à la question du BTC à 100K, le timing. Donc, dans la première partie, je vais vous expliquer pourquoi techniquement on peut y croire. Et puis, bien sûr, il faut toujours apporter des nuances, et elles sont souvent fondamentales, ces nuances, mais vous savez, moi, comme je dis toujours, comme l'un de mes potes dit souvent, tout est dans la chart. Alors, la chart, ça c'est un débat, mais tout est dans les graphiques. Et oui, et oui. Franchement, les graphiques, honnêtement, ça suffit. On saupoudre un peu de fondamentaux et on comprend tout. Par contre, faire que du fondamental et saupoudrer rarement de graphiques, je pense que vous allez droit dans le mur. L'obstacle principal pour envisager un Bitcoin à 100K d'ici la fin de l'année, c'est le no Fed cut. C'est-à-dire qu'il reste d'ici la fin d'année une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis qui sera rendue publique le mercredi 18 décembre à 20h précisément. Et cette décision de politique monétaire, sachant que la Fed a déjà baissé 3 fois ses taux. Drei en allemand. 3. 50 points de base en septembre, 25 points de base récemment. La probabilité qu'elle baisse son taux direct, donc le taux d'intérêt des fonds fédéraux américains, de 25 points de base, a beaucoup chuté. Parce que l'inflation remonte. Alors, ça peut être un blocage. Je ne pense pas que ça va nuire au 100K. Mais tout de même, bon, on va en parler. Les altcoins, j'ai toujours mes indices synthétiques pour les suivre. Je vais à nouveau vous montrer, donc effectivement, il y a des choses maintenant très intéressantes. Ça va au-delà des meme coins. Oui, tout le monde a compris. La saison des mèmes, la meme season. Ok, très bien. Dodge, Floki, Boom, Pepe, Wif et compagnie. Bonki, Bomi. Boom, hein, Bonk. Bon. Mais, de manière générale, il y a un début de rattrapage des alts, même si la dominance de Bitcoin continue d'être positive à la hausse. Solana, ETH, BNB, GRT. C'est parti pour le Cryptos Technical Briefing.
Alors c'est parti les amis, le cours du Bitcoin peut-il atteindre les 100 000 dollars d'ici la fin de l'année, donc d'ici Noël, d'ici les fêtes de fin d'année? Est-ce crédible sur le plan technique? Est-ce crédible sur le plan technique Bitcoin qui avance tel une torpille, enfin plutôt une fusée? Moi la torpille c'est comme ça qu'on m'appelle quand je vais nager avec mon crâne chauve dans la piscine là. Je l'ondule comme une torpille, d'est en ouest, du nord au sud, de 25 à 50 mètres. Et d'ailleurs, juste après, je vais aller faire la torpille, les amis. Pour me libérer. Vous savez, franchement, faites des recherches sur Internet, vous allez voir. Hein, les douleurs au sacro-iliaque. Enfin, c'est. Bref, je souhaite ça à personne. Alors, est-ce crédible sur le plan technique? Les amis, c'est crédible, effectivement, sur un certain nombre d'approches. Alors, tout d'abord, première approche, l'approche en termes de saisonnalité que vous avez sous les yeux, la saisonnalité, cette approche. Simplement statistique, vraiment de base, je vous renvoie vers vos cours de statistiques du CP, non je déconne, peut-être la 6e. Alors, où on est BTC? Nous sommes au 4e trimestre et nous sommes au mois de novembre. Le 4e trimestre se termine justement à Noël, enfin quelques jours après, le jour du Nouvel An. La performance moyenne c'est 85%, nous sommes à 44%. Donc si simplement Bitcoin vient s'inscrire dans sa moyenne trimestrielle, il explose largement les 100K. Je ne dis pas qu'il va exploser les 100K, mais vous voyez que être simplement dans la moyenne du Q4, du T4, 4e trimestre, octobre, novembre, décembre, il y est. Maintenant, si on affine et que nous allons voir la performance moyenne du mois de novembre, alors ici, vous avez toutes les datas depuis 2013, et ici, vous avez toutes les datas depuis 2010. Donc novembre, vous savez que c'est le meilleur mois en termes de saisonnalité, avec une perf moyenne de 35% depuis 2009, et puis là, depuis 2013, 45%, et là, nous sommes à 30%. Donc, voilà. Si Bitcoin s'inscrit dans la moyenne de sa performance du mois de novembre, il est effectivement crédible qu'il rejoigne les 100 000 dollars d'ici Noël. Alors ensuite, l'autre approche que j'aime beaucoup avant de faire l'analyse technique consiste en l'approche du repeat cycle. Ça, c'est juste fantastique. Et rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y avait une fenêtre de tir lorsque nous arrivions entre 215 et 220 jours après le halving. Nous sommes 213 jours après le halving, oui, parce que jour après jour, je continue. Eh bien, à mesure que le temps passe, de me repérer sur l'axe du temps, puisqu'il y a l'axe des ordonnées, ça on va le faire pour l'analyse technique, l'axe du temps, qui est aussi, dans un graphique, il y a deux informations, le prix et le temps, il faut utiliser les deux, et surtout le Bitcoin est archi-cyclique, je vous renvoie vers ma vidéo de la semaine dernière. Nous sommes aujourd'hui, quand j'enregistre la vidéo, 213 jours après le halving, 729 jours depuis la fin du bear, 1106 jours depuis le précédent top, 213 jours après le halving. Et bien 213 jours après le halving, il y a une fenêtre d'accélération. Fenêtre d'accélération, d'ailleurs, lorsqu'on fait la moyenne des cycles, fenêtre d'accélération que l'on voit bien sur ce graphique. Ici, vous avez ici, fenêtre d'accélération. Une fenêtre d'accélération autour de 215, 220 jours après le halving, lorsque vous faites la moyenne des cycles de 2012, 2016, 2020. Et c'est quelque chose que l'on revoit à nouveau ici. Ici, vous avez là le nombre de jours depuis le halving, et ici vous avez le bear market, le cycle de 2012 en bleu, le cycle de 2020 en vert, le cycle de 2016 en orange, et l'axe des ordonnées pour les comparer tous, c'est le multiple du prix actuel par rapport au point bas du bear market. Et bien effectivement, là vous avez, et là nous sommes en rouge, et donc il y a clairement à partir de 214 et 218 jours après le halving, il y a une accélération. Même, en fait, je peux même prendre le cycle de 2012. Il est un peu loin, mais les trois cycles démarrent ensemble entre 216 là et 220 jours après le halving. On est 213 jours après le halving. Bon, là c'est pareil, du coup, si ça pousse un peu, alors vous voyez, là actuellement nous sommes 5,84 fois au-dessus du point bas du bear. Le point bas, donc le point bas du bear. Le point bas du bear, c'était 15 000. Bon, le point bas du bear, c'était 15 000. Vous allez faire 100 000. Je fais un truc débile, je vous montre. 100 000 divisé par 15, ça fait 6,66. Donc, en gros, être à 100 000, c'est être à 6,66. C'est être ici. Vous voyez que c'est pas con, c'est pas idiot de se dire que... Donc là, on est 213 jours après le halving. La fin d'année, ça va être 230, 240 jours après le halving. C'est pas idiot de se dire que le cycle actuel va se situer au moins ici. Donc, bon, voilà. Donc là, effectivement, on peut se dire que les 100K peuvent être crédibles d'ici la fin d'année. On peut faire autre chose. Alors bon, ça c'est un peu limite, mais c'est le 2020 Repeat Cycle. Ce graphique, je l'aime bien parce qu'il fait copier-coller du cycle de 2020 au cycle actuel. Bon, arrête, ça nous envoie carrément à 200 000 d'ici la fin d'année. N'exagérons pas.
On n'a jamais vu un cycle répéter exactement ce qu'avait fait le cycle précédent, mais ça donne en fait, plutôt que des indications en termes de prix, des indications en termes de tendance. Et effectivement, nous sommes là donc dans, je dirais, les 2-3 prochaines semaines qui peuvent permettre d'atteindre donc cet objectif. Alors, je continue dans les approches. Ça, là, j'aime bien, c'est plutôt une approche en termes de moyenne mobile. C'est un graphique qui représente le prix du marché. Donc ici, là, c'est l'axe du temps. Et là, c'est un multiple par rapport à la moyenne mobile à 200 jours. Alors d'ailleurs, je vous la remontre. Ici, la moyenne mobile à 200 jours. Donc ici, vous avez... Alors ça, rappelez-vous que j'ai beaucoup travaillé, si vous m'avez suivi en septembre-octobre dernier, sur l'enchevêtrement des moyennes mobiles qui me rappelait exactement la fin de la vague 2. On a fait exactement pareil, la fin de la vague 4. Bon, merci Donald au passage, c'est pas grave, mais il n'y a pas que lui qui compte. Effectivement, les Golden Cross, patati patata. Et là, donc, vous avez la SMA 200 qui est ici, celle que suivent les institutionnels. Et moi, je surveille autre chose, un super Golden Cross, c'est-à-dire la moyenne mobile exponentielle à 200 jours. Donc la moyenne mobile exponentielle qui, dans son calcul, pondère davantage les données récentes, alors que la moyenne classique, moyenne mobile simple, c'est moyenne mobile arithmétique, hein, c'est chaque jour à la même poids. Ça, c'est pareil, un cours de maths maternelle première section. Et donc, vous avez EMA 200 qui s'apprête à croiser à la hausse SMA 200. Et bah, dans tous les cycles passés, ce fut des putains de signaux d'accélération. Donc ça, c'est un truc que je surveille. Effectivement, donc, de ce point de vue-là, ça peut être crédible. Alors, est-ce que c'est crédible à la 100K d'ici Noël? Déjà, les 100K, c'est un chiffre rond. C'est aussi, en termes d'objectif de la vague 5, objectif minimum, c'est une fois la vague 1. Vous avez ici l'extension de Fibo. J'ai reporté en vert une fois la vague 1 au bas de la 4. Ça donne 100K. Donc c'est une des cibles usuelles. C'est une des cibles usuelles de vague 5. Maintenant, effectivement, pour aller à 100 000 $, il faut tenir la tendance. Il ne faut pas casser de support. Je me suis intéressé et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'avait fait Bitcoin à chaque fois qu'il avait cassé son ancien ATH? Donc qu'est-ce qu'avait fait Bitcoin sur le plan technique lorsqu'il avait cassé son ancien ATH et lorsqu'il avait cassé son ancien ATH? Et bien j'ai remarqué que, et je suis allé vérifier ça, si vous prenez l'Ishimoku en daily, l'Ishimoku en H4, pendant 4 semaines, il ne cassait pas la Tenkan, et il ne cassait pas le nuage H4. Il ne cassait pas la Tenkan, il ne cassait pas le nuage H4. La Tenkan est ici. Donc voilà, tant qu'on tient le support, en fait, tant qu'on tient les 87 là, en fait, c'est crédible. Tant que cette Tenkan fait support, c'est crédible d'aller chercher les 100K d'ici la fin d'année. C'est vraiment... Je vais vous montrer l'exemple ici, je vais prendre. Donc là, vous avez l'Ishimoku H4, vous avez le nuage H4. On va aller retourner, on va aller voir ce qui s'était passé lors de la cassure de l'ex-ATH du cycle précédent. C'était voilà, en décembre 2020. Et voilà, regardez, ici, c'était donc la cassure de l'ex-ATH. On était mi-décembre 2020, joué Noël, le Covid, etc., etc. Et donc pendant 4 semaines, eh bien, la tendance a été guidée par le nuage H4. Avant, derrière, qu'on se passe à la consolidation de janvier. Pendant 4 semaines, le nuage H4. Et donc, là je me dis qu'on est quelque part par ici. Voilà, si on reproduit le schéma, et c'est exactement aussi ce qui s'est passé en 2016. Donc, c'est crédible sur le plan technique tant qu'on ne casse pas de support. Et donc, je vous propose le nuage H4, la Tenkan, vous prenez la Tenkan si vous voulez en Ishimoku Daily. Voilà, tant qu'on ne casse pas ça, c'est crédible. Si on casse ça, pour X raisons, ça peut être une stat américaine, ça peut être ce que vous voulez, eh bien non, on ne reproduira pas le schéma. Encore une fois, le repeat cycle a des limites. Mais bon, il faut bien... Là, nous sommes dans un no man's zone technique. Donc je prends un peu ce qui s'est passé dans le passé. Et ce que j'ai observé, c'est que lors des cycles précédents, lorsqu'on cassait la tâche, comme on a fait ici suite à l'élection de Donald, eh bien, effectivement, le nuage H4 était support. Donc tant que ça fait support, on y croit. Si on passe en dessous, on n'y croit plus au 100K d'ici la fin de l'année. Et alors, toujours... alors, le Power Law, la limite Power Law, ça vise les 100K. J'aime aussi le Rainbow Chart, puisque... Alors, le Rainbow Chart définit des zones latérales, et systématiquement, lorsqu'on entre dans une zone, on vise la partie supérieure. Enfin, en tout cas, c'est la théorie du machin. Et effectivement, la partie haute du Rainbow, c'est 100K. Donc voilà, ça peut être un petit outil de plus coloré, voilà, charmant, qui peut permettre effectivement de nous dire qu'on peut viser ça. Donc il y a un certain nombre d'éléments. Alors, pour envisager, alors il y a un autre graphique que je surveille, c'est la capitalisation boursière totale crypto qui est en train de tester son record historique. On n'a toujours pas de cassure journalière. C'est-à-dire qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, vous avez ici en rouge le record historique de la capitalisation boursière totale crypto. Là, vous avez des bougies journalières. Regardez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 séances qu'on essaie de casser. Et on n'a pas cassé. Alors par contre, en cours de clôture, on a cassé. Puisque regardez, le cours de clôture est ici. Regardez à gauche le pointillé, regardez à droite, on daily, boom, en fait, ça fait support. Donc bon. Là, mais il faudrait un vrai breakout de la capi totale. Bon, écoutez, c'est simple. En gros, les 100K sont crédibles effectivement avant Noël. Maintenant, est-ce qu'on va les chercher fin novembre, mi-décembre, ou le jour où vous allez ouvrir vos cadeaux?
La réponse ici viendra de l'analyse technique. Et tant qu'on ne casse pas de support, on peut croire que ça arrivera plus vite que prévu. Donc pour moi, option numéro 1, on tient la Tenkan, on tient le nuage H4, et oui c'est crédible pour fin novembre, mi-décembre. Par contre, si on retrace pour X raisons fondamentales, on casse le nuage, on casse la Tenkan, et ben on va faire quoi? On va revenir retracer au gap, là il y aura une prise d'appui sur le gap, et donc on remontera ensuite, parce que c'est un gap de rupture, et donc ça prendra plus de temps. Et là, effectivement, peut-être que ce sera après Noël. En janvier, on verra, mais en tout cas, pour l'instant, voilà, donc c'est quand même très très crédible, ne serait-ce que par les données de saisonnalité, qu'on aille quand même les chercher d'ici Noël. Alors, le S&P 500, attention, le S&P 500 est revenu, vous l'avez ici sous les yeux, en données mensuelles, en données hebdomadaires et en données journalières. Je vous montre les bougies japonaises en données hebdomadaires. Le S&P 500, d'un point de vue de la valorisation fondamentale, est revenu aussi cher qu'ici. Exactement pareil. Ça, c'est une limite. Après, moi, je ne m'inquiète pas, puisqu'il y a un meilleur comportement relatif des cryptos vis-à-vis du marché action américain. Je vous ai montré ça la semaine dernière. Les signaux techniques haussiers sur le ratio Bitcoin S&P 500. Mais tout de même, ça peut être un frein. Moi, en fait, là, dans cette vidéo, les 100K, on va y aller. L'intérêt, c'est d'essayer de travailler le timing. Donc, et on réfléchit par rapport au timing de Noël. Ce qui pourrait reporter cet objectif, ça peut être des difficultés du côté du marché action américain, qui est revenu donc aussi cher que décembre de 2021, mais vous allez voir, en fait, c'est assez biaisé. Alors, il y a plusieurs façons de regarder, de comparer sa cherté relative. Je vais d'abord vous montrer le S&P 500, le PE Forward du S&P 500, donc qui est à peu de choses près au contact, les données viennent de FactSet, de son record de 2021. Vous pouvez aussi regarder, et celui-là est beaucoup plus suivi, le PE Chiller, parce que c'est pas du vent. Le PE Forward, c'est le prix du marché par rapport à des perspectives de profit. Bon, on doit mouiller, il fait beau demain, voilà. Bon. Le PE Chiller, c'est intéressant, c'est que ça compare le prix du marché par rapport à la moyenne des bénéfices passés des 10 dernières années retraités de l'inflation. C'est pas du bullshit, c'est dans les comptes. Les comptes peuvent être grugés, je vous l'accorde, mais au moins c'est tangible, ça a été écrit, c'est pas prospectif. Eh bien, à 37,61, le record de 2021, c'était 38,58. Donc, en termes de valo, selon le PE Chiller qui est très suivi, le marché arrive quand même au contact de sa valorisation de fin 2021. Et si vous prenez de manière générale, alors vous savez que dans le S&P 500, les 500 actions du S&P 500 sont réparties au sein de 11 super secteurs. Et vous avez ici le détail par secteur. Et ce que vous pouvez constater, en fait, c'est que là où vous allez retrouver des niveaux de valorisation complètement incroyables, alors ici vous avez le price earning régulier et là le PE Chiller, c'est sur la tech, avec un PE Chiller de 59,80. Me direz-vous, oui, la tech, Nvidia et compagnie, c'est là Apple, Amazon, Livre Visage, enfin Facebook, c'est vraiment là où ça fait du cash. Tout le monde l'a compris, impeccable. Remontada de Tesla au passage. Merci Elon. Bon, mais voilà, la chose c'est quoi? C'est que ce secteur de la tech, let me show you the weight into the indice. L'indice, le secteur Information Technology pèse 32% du calcul de l'indice. Donc vous avez un secteur archi cher, mais qui, de par son poids dans le calcul du S&P 500, donne une valorisation globale qui est élevée, mais en réalité, lorsque vous regardez du côté des autres secteurs, un certain nombre de secteurs, plus des 2/3, ne sont pas survalorisés et ne sont pas très chers. Donc finalement, je voulais traiter ce sujet hyper rapidement là, parce que beaucoup s'en inquiètent. Nous pouvons, d'un point de vue global, comparer la valorisation du S&P 500 à ce qu'il est maintenant, à ce qu'il était fin décembre 2021. Mais en réalité, vous retirez les stars de la tech, le marché n'est pas du tout cher. Et la meilleure preuve que j'ai, merci Valentin Enfrand, un super pote analyste qui m'a partagé ce graphique, qui vous montre, et je reprends le PE Forward, du S&P 500 large cap, des small et mid cap, et des mid cap et des small, regardez, il n'y a que les actions, il n'y a que les large cap qui sont chers. La profondeur du marché n'est pas chère. Donc, on ne peut pas non plus comparer la cherté globale dans laquelle était le marché fin 2021 à ce qu'il est maintenant. Mais malgré tout, tout de même, effectivement, le S&P 500, si le S&P 500 d'ici la fin d'année devait faire un gros retracement, ça pourrait non pas inverser le bull run, mais freiner la hausse de Bitcoin vers ses 100 000 $. Il fallait donc que je vous en parle. L'autre obstacle possible, effectivement, l'autre obstacle possible, c'est le no Fed cut. Alors, le no Fed cut, qu'est-ce que c'est? La Réserve fédérale des États-Unis, vous savez, a baissé 3 fois ses taux d'intérêt. 50 points de base en septembre, 25 points de base en novembre.
il reste d'ici la fin de l'année une dernière décision de politique monétaire. Cette décision de politique monétaire sera rendue publique le mercredi 18 décembre 2024. Eh bien, la probabilité d'un no Fed cut, c'est-à-dire de l'absence de baisse de taux, est remontée à 41%. Et vous allez voir qu'à mesure que les jours passent, il y a écho et probabilité entre un Fed cut de 25 points de base et un no Fed cut, donc resté actuellement à 4,75. En grande partie à cause de ça, de la remontée des anticipations d'inflation. Si vous prenez l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, qui est une des antennes régionales de la Réserve fédérale, le corps PCE est dans l'indice d'inflation le plus suivi par la Fed, hein, ça vous connaissez par cœur, je vous en parle chaque semaine, est attendu en rebond à 2,90. Or, l'objectif de la Fed pour cette année, c'était 2,60, et actuellement il est à 2,65. Alors, d'ici la fin de l'année, il reste un chiffre de PCE. Il est publié fin novembre. Il concernera octobre. Est-ce que vous me suivez? Il est publié fin novembre, il concernera octobre. Il sera à 2,76. Donc au-dessus de la cible de la Fed. Ça, c'est prévu pour janvier en fait. D'ici là, ça peut aller très vite. Mais je pense qu'on va quand même se manger un 2,76 ou un 2,75. C'est donc au-dessus de la cible de la Fed. Est-ce que ce sera suffisant pour justifier un no Fed cut? En réalité, je pense que la vraie question sera du côté du marché du travail aux États-Unis. Et si vous voulez, s'il y a une remontée du taux de chômage, il reste un rapport NFP aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Pour avoir un Fed cut, il faut un petit tic à la hausse du taux de chômage. Mais en tout cas, du côté de l'inflation, lorsque vous regardez les indicateurs avancés d'inflation et même l'inflation temps réel, il y a une petite surchauffe de fin d'année. Rassurez-vous, on fera la cible de la Fed en 2025. Mais il y a une surchauffe de fin d'année, ce n'est pas une seconde vague d'inflation. Mais d'ailleurs, cela s'est traduit par une remontée verticale du dollar américain. Et là, et si je cherche des arguments contre Bitcoin à 100K d'ici la fin de l'année, mettez-moi, les amis, s'il vous plaît, sous très haute surveillance. Mettez-moi des alertes, mettez-moi ce que vous voulez, mettez-moi quelque chose pour scruter ça au quotidien. Le dollar américain face à un panier de devises revient dans un haut d'un range pluriannuel, analyse chartiste complètement épurée. Dites-vous bien que si le dollar sort par le haut de ça, la pression sera tellement bullish sur le dollar que ça va être un frein énorme à Bitcoin et encore plus sur les alts. Et là, nous sommes vraiment dans la partie haute. Il y a un début de div et tout, mais il n'y a pas de renversement. Une pattern de renversement, c'est comme ici on a fait un double top. Pour faire un renversement, il faudrait une news. Donc ça peut être un frein, sauf si vraiment on rejette à nouveau, ce qui serait une bonne nouvelle. Et dans le précédent bull run, le dollar était là et en tendance baissière. Hein, donc ça, c'est à surveiller. Et bien sûr, les taux d'intérêt, plus que jamais. Alors oui, le 10 ans américain sous résistance, ça commence à diverger, mais on veut un vrai rejet. C'est vrai que ça diverge comme ici, ça diverge comme ça. On y croit, mais on n'a pas encore de rejet. Et le taux obligataire américain à 2 ans, qui est celui qui est le plus proche des anticipations de politique monétaire du taux d'intérêt des fonds fédéraux, ça diverge, il est sous sa MA200. Mais il faut que ça rejette. Donc effectivement, voilà, il faut absolument que les rates et le dollar se retournent pour rendre crédible cette cible des 100K. Du côté des alts, alors il y a plein de façons de les représenter. Tout d'abord, moi j'ai construit mon analyse synthétique ici, qui est l'environnement global des altcoins, moins les stablecoins. Donc j'ai pris Total 3, qui est le marché global, moins ETH, moins BTC. J'ai dégagé la market cap des stablecoins, j'ai dégagé la market cap de l'USDT et de l'USDC. On a un breakout en cours, ça c'est intéressant. Donc, même si la dominance de Bitcoin reste bullish, parce que Bitcoin c'est le patron, eh bien il y a clairement une participation de plus en plus large de nos amis les alts et aussi de nos amis les mêmes coins, parce que je sais que vous êtes tous là-dessus. Vous avez raison, il en faut bien un peu. Voilà, il en faut bien un peu. Et alors, si on prend vraiment la grande profondeur des alts et qu'on va voir du côté de la capitale en dégageant le top 10, hein, donc là on dégage le XRP, on dégage le Dodge, on dégage le Solana, on dégage tout le monde. Bon, c'est poussif, mais on a validé une pattern et on va avoir un Golden Cross. Petit à petit, on a une participation de plus importante de la profondeur des alts. Donc voilà, ce sont des choses qui sont quand même intéressantes. Solana, que peut-on viser après la TH? Bon, bah écoutez, Solana, que peut-on viser après la TH? Déjà, la TH, on y est presque, donc superbe, hein, pour ceux qui sont sur Solana, le Golden Cross, machin, le sorti de la pattern, l'analyse technique, encore une fois, hein, tout est dans le graphique, tout est dans la chart, tout est dans le chart. Tout est dans les candles, tout est dans les cours de clôture, et on ne fait rien sur les graphiques. 260, ça devrait marquer le pas. Regardez le BNB, la première fois qu'il a atteint son ATH. Bon, il a fait une petite pause, le BNB, quand il avait atteint son ATH pour la première fois. Donc Solana, ça va atteindre son ATH, peut-être une petite pause. Et quand ça va casser, j'ai une target de 25 à 371. Ça, c'est pour une cible pour l'année prochaine. Le BNB, lui, eh bien, il a une pattern, il est toujours bullish à court terme au-dessus de ça. Ça prend un peu de temps.
Parce qu'en fait, Coinbase, lui, ravit la vedette. Parce que c'est c'est aux States, tout le business se fait sur Coinbase, mais là, bullish tant qu'on est au-dessus de ça. ETH, c'est faiblard, mais bullish au-dessus de ça. Donc voilà, c'est pas au-dessus de 2800, au-dessus de la moyenne mobile. Là, on a un gros support 2850, 2950. Voilà, c'est là vraiment la grosse zone d'inversion de polarité. Ça temporise, ça peut faire une A, B, C, revenir là. Si on revient là, c'est un point d'achat. Et là, je pense que ça, c'est une zone qui va tenir. Et plus tard, on ira chercher cette trendline. Ça prend du temps. Un point, deux points, j'existe. Voilà, donc un truc comme ça, ou comme ça, comme ça. Ça finira donc par faire quelque chose. Et voilà. Et un mot rapide sur le GRT. Donc, on a ce canal de reprise qui est moche, mais qui est un canal quand même. Et là, on a une tentative de dépasser SMA 200 et MA 200. On peut croire à quelque chose, même si c'est faiblard. Bullish au-dessus du couple EMA 200, SMA 200 pour step by step viser peut-être le haut du canal next year. Voilà, mais bon, c'est pas une des figures graphiques les plus folles. Donc, peut-on envisager les 100K avant Noël ? C'est assez crédible, les amis. Maintenant, en termes de timing, vraiment, surveillez-moi ce nuage H4. Tant qu'on reste au-dessus, c'est crédible. Si on passe en dessous, ça reste crédible, mais ce sera simplement nettement plus tardif, avec d'abord un retracement à 85, et ensuite ça repartira. Merci beaucoup, passez une bonne journée.